Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la deuxième partie de la différenciation sexuelle. Vous avez vu la première partie avec Céleste, maintenant on va voir les classifications des différents troubles de la différenciation sexuelle au niveau génétique. C'est parti. Alors l'une des principales causes des DSD correspond à une anomalie des gones, on va voir cette classification. Le syndrome de Klinefelter, qui correspond à un karyotype XXY, il va avoir un phénotype clinique macroscale, un impubérisme ou une hypovirilisation à la puberté. Le syndrome de Turner, c'est un karyotype X0, soit on a une absence d'un X, soit une anomalie structurale de l'un des deux X. On va retrouver un ptérygium coli, une ménopause précoce et une aménorrhée primaire, ce qui est une absence de règles à 16 ans. Ok. Pour les anomalies plus rares, on va retrouver ce qu'on appelle des mosaïques ou dysgénésie gonadique mixte 45X, 46XY. C'est la coexistence de tissus féminins et masculins. Dans ces mosaïques, on va avoir un utérus avec une trompe et la coexistence entre tractus wolffien et mullérien chez un même individu. C'est extrêmement rare et c'est principalement retrouvé chez les individus à karyotype 45X, 46XY. En histologie, on va avoir une architecture gonadique qui ressemble à un cortex ovarien avec une grosse couche pavimenteuse. Et à fort grossissement, on n'a pas de structuration ovarienne ou testiculaire, mais des cellules germinales en train de se différencier et non dans leur phase finale. Et ceci est visible avec la coloration OCT 3-4. On va également retrouver des chimères ou des ovotestis avec un karyotype 46XX, 46XY. Dans cette classification, on va voir un double orifice périnéal avec l'orifice anal en arrière, puis vaginal avec un hymen et en avant une verge avec un gland pénien. À l'examen colioscopique, on va retrouver une cavité utérine en arrière, du tissu testiculaire et du tissu ovarien. Il y a donc une coexistence des deux tissus au sein de la même gonade. En histologie, on va voir un fragment de gonade avec des tubes séminifères, mais aussi une structure ovarienne avec une potentielle ovulation. Il y a une poitrine, mais pas une gynécomastie. En intra-abdominal, une cavité utérine. Sur la gonade, il y a une partie ovarienne en haut et une partie testiculaire en bas. Maintenant, on va voir la classification des DSD par anomalie des gènes. Donc d'abord des anomalies précoces de gènes impliqués dans la différenciation sexuelle. Donc si on a une duplication de DAX1 chez un individu 46XY, on va avoir un phénotype féminin. Si on a une mutation de WT1, il va y avoir un blocage de SRY et donc il n'y aura pas de production d'AMH et on va se retrouver avec un phénotype féminin et des tumeurs rénales. Il va y avoir 3 syndromes liés à la mutation de WT1. Le syndrome de Dennis-Drash, c'est un DSD, une sclérose glomérulaire focale et des tumeurs rénales. Si on a un syndrome WAGR, il va y avoir DSD, anéridie, retard mental modéré à sévère et des tumeurs rénales. Et si on a un syndrome de Frazier, ce qui est le plus modéré, il va y avoir une DSD et des syndromes néphrotiques. Si on a une mutation de SF1, il va y avoir une absence de formation de la gonade et des surrénales, entraînant un phénotype féminin et une insuffisance surrénale. Si on a une mutation de SOX9, on va avoir un phénotype féminin avec dysplasie campomélique et parfois un vrai nanisme. Pour les anomalies de la différenciation sexuelle chez les 46XX, on va parler de l'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase ou 21-OH. C'est une pathologie autosomique récessive. Elle concerne 50 naissances par an en France dans sa forme classique. La forme classique, elle est sévère. Elle apparaît dès la naissance avec une insuffisance rénale aiguë et un choc vasoplégique. Et pour la forme non classique, elle est modérée et elle apparaît plus tard, donc à la petite enfance ou à la puberté. Dans le bloc en 21 hydroxylase, on va retrouver certaines caractéristiques. Il va y avoir un excès d'androgène, un déficit en cortisol, une perte de sel due au déficit en aldostérone qui permet normalement la réabsorption de sodium au niveau rénal, la virilisation des organes génitaux externes chez la fille qui va aller de l'hypertrophie clitoridienne à un aspect masculin des organes génitaux externes sans gonade palpable, avec un utérus et des ovaires qui seront normaux. Pour les anomalies moléculaires chez les 46XX, alors WNT4, c'est une protéine qui va se fixer sur la membrane. Il va y avoir un blocage de la destruction de la bêta-caténine et une activation des gènes WNT4 dépendants. WNT4, il est suppresseur de la différenciation sexuelle masculine, donc promoteur de la différenciation des canaux de Müller, et c'est un gène de maintenance du développement ovarien et folliculaire.
Si on a une inactivation chez la femme, il va y avoir une insuffisance ovarienne précoce et une absence d'utérus. RSPO1 est responsable de la stabilisation de la bêta-caténine. Il est synergique avec WNT4 dans les ovaires. Il n'a aucun rôle dans le développement testiculaire et il est indispensable au développement ovarien. Si on a une inactivation de RSPO1, il va y avoir une absence de dérivé mullérien et une masculinisation des organes génitaux internes et externes. Ce gène ne peut pas agir seul, il a besoin du gène FOXL2. FOXL2, c'est un facteur de transcription. C'est le marqueur le plus précoce de la différenciation ovarienne. Il va servir à bloquer SOX9. Il va servir aussi au développement et à la maintenance de la réserve folliculaire ovarienne. Et si on a une invalidation de ce gène, on va retrouver une architecture de type tube séminifère. Si on a une mutation sur le bras long du chromosome 3, on va avoir ce qu'on appelle un syndrome BPES qui est autosomique dominant. BPES, ce sont les initiales de blépharophimosis, ptosis, épicanthus et insuffisance ovarienne précoce. On va avoir deux types de syndrome BPES. Le type 1, c'est les anomalies oculaires associées à l'infertilité féminine. Et le type 2, ça va être les anomalies oculaires isolées. Donc le type 1 est plus grave. Pour les anomalies de la différenciation sexuelle chez les 46XY, on va retrouver des dysgénésies gonadiques vraies. Donc le syndrome de Sawyer ou des testicules évanescents, c'est un phénotype féminin au niveau des organes génitaux externes et internes par absence de SRY. On va avoir aussi une aménorrhée primaire à la puberté et les gènes responsables, ça va être SRY et CPX2 qui devraient activer SOX9. Le risque principal de cette dysgénésie gonadique vraie, c'est la survenue d'un gonadoblastome à l'âge adulte. Parmi les androgènes, on a l'AMH qui est sécrété par Sertoli. C'est un facteur de croissance de la famille des TGF-bêta et il est situé sur le bras court du chromosome 19. Son récepteur, lui, il est situé sur le bras long du chromosome 12. Si on a un défaut du gène de l'AMH ou de son récepteur, il n'y aura pas de régression des canaux de Müller. Donc on va se retrouver avec un homme à utérus qui correspond à un phénotype masculin, un scrotum vide, une cryptorchidie et des possibles hématuries chez certains. Si on a une absence de stimulation de la synthèse, il va y avoir une mutation inactivatrice du récepteur de l'ALH porté par les DIG. Donc il n'y aura aucune stimulation de la synthèse de testostérone, donc un phénotype féminin avec des gonades en bandelettes fibreuses. Pour une mutation par inactivation partielle du récepteur, il y aura un phénotype variable allant de la simple infertilité par azoospermie ou oligospermie sévère à un phénotype masculin avec hypovirilisation, micropénis et hypospadias. Si on a une absence de synthèse, il va y avoir un bloc enzymatique sur la synthèse des stéroïdes, un phénotype féminin par absence d'androgène, mais des organes génitaux internes masculins, car Sertoli sécrète bien la MH, et une insuffisance surrénale chronique, sauf pour le bloc en 17-hydroxylase. Si on a un défaut d'action des androgènes, ce qu'on appelle un syndrome de résistance aux androgènes ou testicule féminisant, on peut retrouver une mutation du récepteur aux androgènes sur le bras long du chromosome X avec inactivation partielle à complète. On va aussi retrouver un taux de testostérone qui sera élevé, un phénotype féminin et des organes génitaux internes masculins, c'est la forme complète avec un vagin borgne et des testicules en intra-abdominal ou inguinal. Et aussi, on peut retrouver un phénotype masculin hypovirilisé avec stérilité si c'est la forme partielle. Si on a une mutation de la 5-alpha réductase, on va avoir une absence de conversion de la testostérone en DHT. On va avoir des organes génitaux internes masculins qui seront fonctionnels, mais des organes génitaux externes qui seront féminins, car il n'y a pas de différenciation du sinus urogénital. Le bloc en 5-alpha réductase, il est rarement complet. La testostérone, elle augmente à la puberté. Donc la 5-alpha réductase, elle va être surchargée. Il va y avoir une transformation de la testostérone en DHT via cette enzyme et on retrouvera une virilisation secondaire. Les caractéristiques de cette mutation, ça va être un squelette et un bassin qui seront typiquement masculins, des lèvres fusionnées avec un orifice vaginal, un clitoris hypertrophié, des gonades en position inguinale avec un aspect testiculaire et une poitrine non développée avec une virilisation secondaire. On va maintenant parler de l'hypospadiase. C'est des anomalies de l'abouchement de l'urètre.
Les plus sévères, ce sont les abouchements au niveau périnéal, certains sont aussi au niveau scrotal, et plus on remonte, plus les anomalies sont légères. La cryptorchidie, c'est la non-descente d'un ou des deux testicules. C'est l'anomalie la plus fréquente, elle correspond à 2 à 5 des naissances. Normalement, elle se résout toute seule avant un an. S'il y a une persistance au-delà de 18 à 24 mois, on va avoir recours à la chirurgie pour éviter les séquelles niveau spermatique. On va retrouver deux paramètres qui correspondent à cette cryptorchidie. Le contrôle anatomique, c'est le raccourcissement des ligaments crânio-suspenseurs et du bernaculum testis. Pour le contrôle hormonal, ça va être d'abord INSL3, puis l'action de la testostérone. C'est fini pour ce cours, j'espère que ça vous aura un minimum aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum, on y répondra avec plaisir. Et on vous souhaite bon courage pour la suite de ce semestre.